Bien, alors nous poursuivons les travaux de notre commission d'enquête cet après-midi en nous intéressant au fonctionnement de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle. Et nous accueillons et nous les remercions cet après-midi Monsieur Didier Roland-Tabuteau, vice-président du Conseil d'État, qui est accompagné de Madame Isabelle De Silva, qui a occupé la fonction de rapporteur général de cette commission en 2022, si nos informations sont exactes, ainsi que M. Thierry-Xavier Girardot, secrétaire général du Conseil d'État. Cette commission d'enquête a pour objectif de regarder les conditions dans lesquelles sont organisées les élections en France, et donc donne lieu à une série d'auditions depuis maintenant plusieurs mois pour regarder, je dirais, tout le processus de l'organisation du processus électoral et pouvoir s'assurer, je dirais, que les élections se tiennent dans des conditions, je dirais, satisfaisantes au regard de la bonne tenue de ces échéances importantes pour notre pays et notre démocratie. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une commission permanente, mais d'une commission qui est recréée à l'approche de chaque élection présidentielle, mais vous aurez sûrement l'occasion d'y revenir dans votre propos initial, et qui cesse d'exister une fois qu'elle a adopté son rapport et que celui-ci est publié au journal officiel. Vous avez pour objectif de veiller au respect de l'égalité de traitement entre les candidats et à l'observation des règles relatives à la campagne électorale. Vous appuyez par ailleurs sur des commissions locales de contrôle présentes dans chaque département. Je vais vous laisser la parole pour une intervention liminaire, mais avant ça, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre de 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Donc je vais vous inviter successivement à lever la main droite et à dire « je le jure ». Parfait, merci beaucoup. Je vous cède la parole, monsieur le vice-président. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je vais vous proposer une introduction peut-être assez courte, rappelant les missions quand même de cette commission particulière, puisque comme vous l'avez souligné dans votre introduction, elle est temporaire pendant une période autour de l'élection présidentielle, et elle présente un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles je souhaiterais revenir. Alors, elle résulte non pas de la loi du 6 novembre 1962 elle-même, mais des dispositions réglementaires qui ont été prises pour son application. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel je reviendrai, puisque je me permettrai, si vous le souhaitez, en conclusion de ce propos, de rappeler les quelques suggestions que la Commission s'était permise de faire à l'issue de l'élection de 2022. Il s'agissait initialement donc d'un décret du 14 mars 1964. Le texte applicable est désormais un décret de 2001 qui a été modifié à plusieurs reprises et encore récemment en 2021 et 2022. La commission donc, nationale, qui n'est pas une structure permanente, est réactivée à l'occasion de chaque scrutin. Et elle exerce en fait trois catégories de missions ou trois formes de missions. Une première qui est de veiller au respect d'une disposition capitale de la loi de 1962, celle sur laquelle tous les candidats bénéficient de la part de l'État des mêmes facilités. Et donc pour la campagne en vue de l'élection présidentielle, et au-delà de la seule question de l'utilisation des moyens mis à disposition par l'État, la Commission est investie d'une mission de portée générale qui est de veiller à ce que l'égalité entre les candidats soit bien respectée. Il revient en deuxième lieu à la Commission de s'acquitter d'une tâche extrêmement concrète, très, très matérielle, qui est, et juridique bien sûr, s'assurer que le matériel électoral officiel des candidats, les affiches, les déclarations, ce qu'on appelle souvent les professions de foi, respectent les dispositions donc, du décret de 2001 ainsi que celles du code électoral applicable à l'élection présidentielle, de sorte que ces documents ne puissent pas être prêtés à altérer la sincérité du scrutin. En troisième lieu, et de façon plus générale, il appartient à la Commission d'exercer une vigilance, je ne sais pas, le terme de surveillance n'est pas forcément adapté, mais une vigilance autour des différents aspects de la campagne électorale, les réunions publiques, la presse écrite, les médias audiovisuels, les médias numériques, les réseaux sociaux, autant qu'on le peut, et dans des conditions qui ne sont pas toujours simples, et d'intervenir lorsque des agissements ou des comportements paraissent de nature à compromettre l'expression libre et éclairée du suffrage,
pour porter des avertissements ou inviter à modifier un certain nombre de ces déclarations, de ces mentions. Les missions donc, sont détaillées dans le rapport auquel vous avez fait référence. On a essayé de retracer le déroulement de l'épisode 2022 et puis d'en tirer quelques conclusions. Alors, la Commission n'exerce un pouvoir de décision en ce qui concerne l'homologation des affiches et des professions de foi des candidats, les circulaires, selon la terminologie de l'article R29 du Code électoral. Et cette mission a été élargie à l'enregistrement sonore qui doit être transmis avec la profession de foi, ainsi qu'avec le document dit FALC, facile à lire et à comprendre, qui est rendu obligatoire par le décret de 2021, qui est un document également intéressant, et je crois que c'était la première fois que la Commission avait à exercer ce contrôle. Alors, pour le reste, la Commission n'est pas investie d'un pouvoir de décision ou de sanction, mais d'une autorité morale qu'elle exerce pour s'assurer du bon déroulement de la campagne électorale, faire respecter le principe d'égalité entre les candidats et la loyauté du débat politique, afin de garantir la libre expression du scrutin. En outre, évidemment, la Commission peut, comme toute autorité constituée, saisir le parquet au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, ce qui a été fait en 2017, lors des précédentes élections, mais qui n'a pas été le cas. Enfin, elle peut, et elle échange beaucoup avec d'autres autorités, puisqu'il y a plusieurs autorités, vous le savez mieux que moi, qui interviennent dans ce scrutin, et elle émet même un avis sur certaines règles. Par exemple, c'est le cas pour les règles que fixe l'ARCOM, et dans lesquelles la Commission est sollicitée pour donner un avis, ce qu'elle a fait en 2022. La composition de la Commission nationale et la garantie de son impartialité à l'égard des candidats et de tous ceux qui interviennent dans le débat public. Elle est fixée donc par l'article 13 du décret de mars 2001, et elle est composée de 5 membres. Donc les 3 membres de droit, donc le vice-président du Conseil d'État qui la préside, le premier président de la Cour de cassation, ou la première présidente de la Cour de cassation, puisque c'était le cas en 2022, et le premier président de la Cour des comptes, et 2 membres en activité honoraire issus de ces 3 institutions et qui, traditionnellement, en tout cas ça a été le cas en 2022 comme la fois précédente, étaient un magistrat ou une magistrate de la Cour de cassation et une magistrate de la Cour des comptes qui viennent compléter la commission pour que ces 5 membres soient représentés. Donc, en pratique, un membre du Conseil d'État, 2 membres de la Cour de cassation, 2 membres de la Cour des comptes sur les dernières éditions. On peut noter également que la Commission, depuis sa création, exerce ses missions, évidemment, en articulation et je dirais en bonne intelligence avec le Conseil constitutionnel, qui est le garant de l'élection présidentielle, et notamment par la désignation de délégués conjoints aux 2 institutions qui sont chargés de s'assurer du bon déroulement de l'élection, notamment en Outre-mer. Et ces délégués conjoints au Conseil constitutionnel et à la Commission nationale sont issus des mêmes juridictions que j'ai évoquées précédemment, et ils effectuent leur mission de contrôle vis-à-vis tant de la Commission, des compétences de la Commission, que, évidemment, de celles du Conseil constitutionnel. Le rapport 2022 rappelle ainsi que la Commission a décidé de s'adjoindre 9 rapporteurs choisis par les membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, et qu'elle a également désigné avec le Conseil constitutionnel 7 rapporteurs, également membres de ces institutions, qui ont été délégués outre-mer pour y suivre localement le déroulement de la campagne et les opérations électorales, puisque c'est évidemment dans des conditions d'horaire et d'organisation qui sont souvent un peu différentes, et le rôle de ces délégués est extrêmement important. Alors, cette particularité d'un travail conjoint s'étend à d'autres instances, puisque la Commission est appelée à travailler, donc je l'ai dit, avec l'ARCOM, est appelée à travailler avec la Commission des sondages, avec la CNIL, avec évidemment la Commission sur le financement d'élections, donc des institutions, autorités indépendantes ou pas, qui interviennent sur le champ et avec lesquelles des relations sont nouées de façon très étroite pour un fonctionnement un petit peu en temps réel pendant cette période. S'ajoute à cela, évidemment, le travail, notamment avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Outre-mer et le ministère des Affaires étrangères, et puis avec, de façon plus marquée, je n'aurai pas en tête la date à laquelle ça s'est institué, avec le SGDSN, avec l'ANSSI et Viginum pour la surveillance des influences potentielles qui peuvent s'exercer dans ce genre de situation. Donc voilà un petit peu le fonctionnement. Alors,
En pratique, la commission s'est réunie plus d'une douzaine de fois, 13, 14 fois, enfin ça dépend comment on compte les séances, et a un rythme de travail qui est variable selon les périodes, mais qui évidemment peut être assez actif en amont, notamment, parce que c'est la deuxième mission que j'évoquais, lors de l'homologation des documents. Parce que là, il s'agit, avec des rapporteurs, d'examiner les documents qui sont envoyés par l'ensemble des équipes des candidats, et la grande affiche, la petite affiche, la profession de foi, le FALC, le document sonore, font l'objet d'un examen minutieux au regard des règles sur pas de fond blanc, le bleu, blanc, rouge, enfin les règles du code électoral, très naturellement. Et donc là, c'est un travail très minutieux qui est fait par la commission, qui se réunit pour examiner chacun des documents pour les candidats. Alors, pour terminer, Monsieur le Président, je vous propose peut-être d'évoquer rapidement les propositions, en tout cas les enseignements, disons, que nous avions tirés de l'exercice 2022. Alors, la première, pas sur le fonctionnement, mais quand même il y a une réflexion un petit peu juridique. Logiquement, cette commission issue d'un décret de 64, je crois que si elle, si elle est maintenue, si elle garde son rôle de vigilance autour et de contrôle des documents électoraux, elle devrait relever de la loi organique sur l'élection du président de la République. Enfin, on est dans quelque chose qui, à l'époque, s'est fait dans des conditions qui étaient celles du décret, dans un cadre juridique un peu différent. Je crois que la Commission l'avait évoqué en 2017, à l'issue des élections, en souhaitant que son statut puisse être conforté et mis au bon niveau. La Commission de 2022 a repris la proposition de la Commission de 2017, et donc je me devais de vous la présenter. Deuxième proposition, deuxième question, alors qui est évidemment liée aux circonstances dans lesquelles nous avons exercé ces fonctions, mais la question de l'inscription sur les listes électorales des Français résidant soit en Ukraine, soit en Russie, a posé évidemment des questions très particulières qui ont été réglées par des mesures sur lesquelles je n'entrerai pas, mais qui ont conduit la Commission à éventuellement suggérer, ou en tout cas évoquer l'hypothèse d'un nouveau cas de figure permettant l'inscription en urgence sur les listes électorales en cas de force majeure, puisque les circonstances étaient évidemment non prévues par le code électoral, et pour que les Français puissent s'exprimer par leur vote, il fallait que des procédures exceptionnelles soient mises en place. Ensuite, sur des choses beaucoup plus concrètes par rapport au travail de la Commission, ce qu'on a constaté, c'est qu'on était saisi très tardivement et dans des délais très courts, notamment des documents qui sont importants, puisque ce sont ceux que tous les électeurs vont recevoir, et dans des délais qui souvent rendent l'examen difficile, mais ça je dirais que c'est le travail de la Commission de s'organiser pour le faire, mais sont également problématiques lorsqu'il y a un problème, une difficulté sur l'un des documents, et que les équipes n'ont pas le temps de faire réimprimer une version qui soit adaptée au cadre qui est le bon, etc. Donc nous avons fait des propositions pour que éventuellement on puisse anticiper de quelques jours la transmission des documents, notamment les transmettre avant la date à laquelle le Conseil constitutionnel proclame la liste des candidats habilités à se présenter au premier tour de l'élection présidentielle. Évidemment, si un candidat n'est pas sur la liste, la démarche aurait été inutile, mais en termes de gestion des documents, ce serait extrêmement utile. Et le but, c'est vraiment, parce que c'est ça la réflexion de la Commission, c'est de dire, dans un certain nombre de cas, les documents sont prêts, sont envoyés et sont réceptionnés par les autorités trop tardivement, et on sait bien que certains électeurs peuvent recevoir les documents la veille du scrutin ou 2 jours avant, dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes au regard de l'expression du choix. Deuxième remarque un petit peu pratico-pratique, lors de l'homologation des documents, la Commission peut être confrontée à une situation où elle homologue avec réserve, ou elle refuse l'homologation. Ça, c'est le seul pouvoir dont elle dispose, juridiquement. Mais évidemment, c'est important, mais c'est un petit peu du tout ou rien, parce que refuser l'homologation
compte tenu des délais d'impression, etc., ça peut mettre un candidat ou une candidate dans une situation de ne pas pouvoir fournir ses documents, ce qui n'est pas souhaitable ni envisageable, je crois, sauf cas majeur, pour que justement tous les électeurs puissent avoir ces éléments. Et donc, on envisageait qu'il puisse y avoir des formules un peu plus sévères du type le document est homologué avec réserve, il est envoyé, mais il n'est pas pris en charge par la collectivité. Enfin, des mesures graduées pour que ce ne soit pas du tout ou rien, d'une certaine manière, sur l'homologation de ces documents et pour donner un petit peu plus de poids à ce que peut faire la Commission. Alors, pour le reste, on s'est interrogé sur, je crois que la question se pose évidemment dans un monde numérisé, sur ces documents papier. Est-ce que ces documents papier sont indispensables dans le cadre démocratique pour l'expression du suffrage? Est-ce que dans le cadre environnemental dans lequel nous sommes, est-ce qu'on peut le réduire son impact? Et donc, ce que nous avons délibéré, c'est que oui, ces documents papier sont indispensables pour les électeurs et que, en tout cas pour tous ceux qui le souhaitent. Et que donc, si on veut réduire cet envoi papier, on peut envisager deux formules. Soit ceux qui s'inscrivent reçoivent les éléments papier. Mais ça nous a paru vraiment trop restrictif parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas les documents parce qu'ils ne seraient pas inscrits. Et donc nous avons simplement suggéré de réfléchir, on n'est pas allé plus loin, à un dispositif où ceux qui souhaiteraient ne recevoir que par voie numérique pourraient le faire pour éviter ces envois papier s'ils ont l'habitude d'être dans une communication numérique et d'éviter l'envoi à toutes ces personnes des documents, de réduire donc l'impact environnemental des documents. Voilà un petit peu les éléments que je pouvais rappeler. Par ailleurs, je peux simplement souligner, mais Isabelle de Silva pourra être beaucoup plus précise sur ces sujets si vous le souhaitez, que dans la vigilance sur les contenus illicites ou problématiques, il y a eu je crois qu'il y a une bonne connaissance maintenant des règles, que ce soit sur la diffusion des sondages, sur les conditions dans lesquelles on peut intervenir par voie audiovisuelle et désormais numérique dans les dernières heures d'avant le scrutin. Je crois que c'est bien connu et que par ailleurs, on a rencontré une collaboration, disons, satisfaisante des plateformes avec lesquelles on a été en contact lorsqu'il y avait des problèmes qui se présentaient. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je peux en rester là si vous le souhaitez, et évidemment à votre disposition. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Je propose qu'on débute ces échanges en passant la parole à notre rapporteur pour une première série de questions. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous pour ces propos introductifs qui permettent de bien circonscrire un peu le rôle de la commission de contrôle de la campagne présidentielle. Vous avez brossé un tableau qui est intéressant parce qu'il permet d'entrer dans le détail de chacune des questions que vous avez posées. D'abord, vous l'avez dit, c'est une commission qui est temporaire. Donc, première question, quelle est sa durée de vie d'une certaine manière? Est-ce qu'il vous semble que le fait qu'elle soit temporaire est une bonne chose? Je prends un exemple qui a été évoqué à un moment donné par la presse, mais la question était posée d'une élection présidentielle anticipée à un moment donné. Dans ce cadre-là, s'il y a élection présidentielle anticipée, il y avait... on imagine que la réunion de la commission et le fait qu'elle soit temporaire et que donc il faille créer la structure entre guillemets pourrait être un peu problématique. Donc il y a peut-être une question qui est posée sur son caractère, enfin l'absence de caractère permanent. Deuxième question, il y a une commission permanente qui existe, qui est la CNCCFP, et question associée, quels sont vos liens, quelles sont vos méthodes de travail en lien avec la CNCCFP? Vous avez évoqué un certain nombre d'autres organes avec lesquels vous êtes en lien. Il y en a un qui nous a intéressés particulièrement dans cette commission d'enquête, parce que l'un des points de la commission d'enquête, c'est la question des sondages et la place des sondages. Donc, de même question, quels sont les liens que vous faites avec la commission des sondages? Comment se passe
la relation que vous pouvez avoir avec elle. Est-ce que vous avez une capacité d'interpellation, par exemple, de cette commission des sondages, en particulier sur certains sondages spécifiquement, ou bien sur les méthodes de contrôle? Est-ce que vous avez un pouvoir de contrôle, y compris du contrôle qui est fait par la commission des sondages ou pas? Et puis j'avais d'autres séries de questions, oui. Question qui va concerner, alors cette fois-ci, un peu on a parlé un peu du numérique sur la partie diffusion de la propagande électorale, mais il y a d'autres questions qui sont posées, notamment sur l'usage des réseaux sociaux eux-mêmes, et en particulier des réseaux sociaux par les candidats. On sait que là, pour le coup, il y a une inégalité, enfin on sait, il y a une inégalité fondamentale qui existe entre les candidats, pour le coup. C'est qu'ils n'ont pas tous, en tout cas c'était le cas pour la campagne présidentielle de 2022, c'était aussi le cas pour la campagne présidentielle de 2017, mais ils n'ont pas tous le même niveau de suivi sur les réseaux sociaux. Et il y a encore une autre spécificité qui est que l'un d'entre eux, la dernière fois, était candidat à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, vous aviez fait une remarque spécifique sur l'utilisation du compte Twitter du président Macron, candidat Macron du coup. Donc sur la question des réseaux sociaux, est-ce que vous avez des recommandations? Est-ce que vous avez fait des études sur le sujet pour garantir cet équilibre, cette équité entre les candidats ou pas? Et puis j'avais une dernière question qui m'échappe, donc je pense, vous laisser répondre à cette première série avant d'entamer une autre, peut-être. Je peux, si vous le permettez, pour donner quelques éléments, puis peut-être que là, je crois qu'il sera souhaitable que Isabelle Silva ou Thierry Gérardot puissent compléter pour être très précis et répondre complètement à votre question. Sur le caractère temporaire, la création se fait très vite. Il y a désignation de personnes et l'installation de la commission, donc ça peut se faire en quelques heures ou en quelques jours. C'est pas comme par ailleurs le texte prévoit que c'est le secrétariat général du Conseil d'État qui assure le secrétariat général de la commission. Je dirais que la capacité permanente, elle est là quand on déclenche ou quand on installe la commission. Donc ça, je crois que c'est pas une difficulté. Et une structure permanente pour l'élection présidentielle qui, en principe, a lieu tous les 5 ans, même s'il peut y avoir effectivement des échéances plus rapprochées. Mais enfin, je sais pas. En tout cas, compte tenu des missions qu'elle a aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'elle ait besoin d'être permanente. En revanche, si c'était une autre structure, une autre auquel vous songez, alors dans ce cas-là, évidemment, la question pourrait se poser si elle avait d'autres missions. Mais si c'est que l'élection présidentielle, c'est pas complètement. En tout cas, pour l'expérience courte et unique que j'en ai, je ne serai pas sur cette position. Je crois que la question fondamentale, c'est est-ce qu'il faut une structure propre à l'élection présidentielle, ou est-ce qu'il faut une structure, alors là, qui pourrait être évidemment beaucoup plus permanente, qui soit avec des missions comparables pour d'autres élections? Ça, c'est un sujet. Alors là, il ne m'appartient pas d'y répondre. Mais si c'est comme dans son champ actuel que l'élection présidentielle, je n'en suis pas convaincu. Alors, sur les interactions avec la commission des sondages ou la commission du financement, là, on peut peut-être vous décrire un peu dans le détail comment on a travaillé, et ce que je peux dire, puis Isabelle Silva complétera, on a commencé par rencontrer l'ensemble des structures, des institutions qui étaient concernées pour voir comment on allait travailler. On a fait une séance commune au Palais Royal avec les représentants, les présidents de ces institutions pour mettre au point un modus vivendi et une capacité de travail en commun. Et je crois que ça a vraiment bien marché, parce qu'on a même sorti des communiqués communs avec la commission des sondages quand il a fallu. Enfin, voilà, il y a un travail conjoint qui est fait et qui, alors vraiment, nous n'avons rencontré aucune difficulté dans l'articulation avec les autres institutions. Alors, sur les réseaux sociaux, je crois qu'on pourra dire qu'on n'a pas d'études, mais on a une expérience et une vigilance qui est assurée par les moyens que le ministère de l'Intérieur a consacrés à ces sujets, et puis par les relations, comme je le disais, avec le GDSN, Viginum et l'ANSSI, pour ce qui relevait d'autres circonstances. Donc peut-être que, Isabelle, si... Sur la possibilité de mettre en place rapidement la commission de contrôle, effectivement, les textes définissent une commission de façon assez souple. Donc, dès lors que la probabilité d'une élection présidentielle apparaît, elle peut être mise en place relativement vite.
Mais il est vrai que, comme vous l'avez souligné, elle est à vocation temporaire pour une élection dédiée. Donc, en l'état actuel des textes, il n'est pas possible d'avoir une commission qui réfléchit de façon préventive, dans la durée, à un certain nombre de questions, puisque les textes ne l'ont pas prévu ainsi. Alors, la façon dont la commission de contrôle a fonctionné avec l'ensemble des institutions qui sont en réalité très nombreuses, qui doivent intervenir pour le contrôle et la mise en place de la campagne pour l'élection présidentielle, c'est avant même que la commission fonctionne de façon pleinement active, de rencontrer tous les responsables de toutes les autorités compétentes. Donc effectivement la commission des sondages, mais aussi l'ARCOM, la CNIL, la commission de contrôle du financement politique, etc. Et aussi les différentes administrations appelées à intervenir, qui sont non seulement le ministère de l'Intérieur, mais aussi les Affaires étrangères, l'administration en charge de l'outre-mer, etc. Donc pour prendre l'exemple de la commission des sondages, très concrètement, nous avons rencontré et invité sa présidente et son rapporteur général à toutes les réunions préparatoires qui ont notamment pour but de diffuser des communications à l'attention des candidats ou des organes de presse selon les cas pour leur rappeler les règles et le cas échéant indiquer ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'élection présidentielle précédente, puisque l'expérience montre que souvent d'une élection à l'autre on met à jour les textes pour compléter, modifier ce qui a pu être problématique. Alors sur le droit des sondages, celui-ci est relativement stable. Ça fait partie des obligations qui sont relativement bien connues, notamment par les candidats, les organes de presse. Après, chaque élection conduit à ce que les problématiques se renouvellent. L'une des problématiques que nous avons connues en 2022, c'est des pseudo-sondages qui pouvaient être perçus comme tels, mais qui en réalité correspondaient au bruit qu'un candidat avait fait sur les réseaux sociaux et donc qui avait pu donner lieu à des présentations un peu tendancieuses, qui pouvaient laisser penser que tel candidat était tellement présent sur les réseaux sociaux que ça serait une forme de sondage prédictif. Donc nous avons décidé à cette occasion d'avoir une intervention commune avec la commission des sondages pour rappeler qu'en l'occurrence, il ne s'agissait pas d'un sondage et qu'il ne pouvait pas être présenté comme tel. Et pour poursuivre sur cet exemple, lorsque ce genre de problème nouveau se présente, la commission des sondages dispose elle-même d'experts reconnus sur la technique de sondage pour vérifier la manière dont les sondages sont réalisés. Et elle est capable d'intervenir assez rapidement sur chaque sondage pour vérifier, notamment lorsqu'il y a une mise en cause de la validité du sondage. Donc nous sommes intervenus de façon très étroite puisque pendant la durée de la campagne, la commission de contrôle fonctionne comme une administration de mission, alors de façon assez informelle, puisque rien de tout cela n'est décrit dans le texte qui a créé la commission. En revanche, très précisément, avec des processus, des échanges quotidiens avec toutes ces instances, par exemple aussi l'ARCOM pour ce qui concerne la campagne audiovisuelle, et l'invitation des plus hauts responsables aux séances de la commission. Donc très concrètement, par exemple, lorsque nous avons évoqué de façon préventive les risques cyber qui pourraient intervenir dans la campagne, c'est le SGDSN lui-même qui est venu rencontrer la commission, échanger avec elle, le responsable de Viginum avec qui nous avons eu des échanges très réguliers. Et donc voilà, c'est tout un modus operandi qui se met en place, qui n'est pas en tant que tel décrit par les textes, mais qui est reproduit pour chaque élection présidentielle et qui, on peut le dire, fonctionne très bien, y compris lorsqu'il y a des faits nouveaux qui appellent à réagir en urgence le week-end, par exemple cette diffusion de sondages entre guillemets qui n'en était pas un, ou bien lorsque il s'agit des week-ends de vote pour lesquels il faut une vigilance particulière. Et donc on met en place un processus permettant d'heure en heure d'opérer ces vérifications et d'échanger avec les autres instances qui peuvent être appelées à intervenir. Alors, s'agissant de l'usage des réseaux sociaux par les candidats, vous l'avez souligné, c'est l'un des domaines qui a conduit à poser des problématiques nouvelles en 2022. Alors, dès 2012 et 2017, les précédentes commissions de contrôle avaient déjà souligné qu'il y avait ce fait nouveau qui était que les campagnes électorales, et particulièrement pour la présidentielle, se déroulaient d'une façon différente que par le passé, avec ce poids très important des réseaux sociaux, à la fois comme support de contenu diffusé par les candidats,
mais aussi comme élément du débat politique qui peut également faire intervenir tout un chacun, et cette dimension nouvelle du risque d'ingérence étrangère qui était très présent dans les priorités de la Commission, compte tenu des problèmes réels qui avaient pu être constatés, notamment dans des élections qui se déroulaient dans des pays étrangers. Alors, le point sur lequel vous avez effectué cette remarque, c'est effectivement un problème assez spécifique qui était l'usage par les candidats de leur compte officiel ou personnel dans cette campagne électorale. Et c'était une problématique qui n'était pas encore apparue en tant que telle lors de la précédente élection, donc c'était effectivement une problématique assez nouvelle, sur laquelle il n'y a pas de texte propre, spécifique, si ce n'est les principes généraux de la campagne électorale, et les principes inscrits dans le décret qui donne sa mission à la Commission, de garantir l'équité entre les candidats. Et donc la Commission a notamment délibéré sur cette problématique de l'usage par un candidat, par ailleurs président de la République, de son compte personnel, comment est-ce qu'il fallait interpréter cette pratique. Et elle a proposé aux candidats et a communiqué à ce sujet une grille de lecture générale sur les questions qui pouvaient se poser, en disant que pour savoir si un compte personnel d'un candidat pouvait susciter question au regard de l'équité du déroulement de la campagne, il fallait prendre en compte son usage passé, la nature de ce compte, est-ce qu'il avait bénéficié par exemple de moyens publics, quelle avait été son utilisation. Et effectivement, ce qui a conduit la Commission à prendre la position qui était la sienne, c'était notamment le fait qu'au cas d'espèce, un compte avait été utilisé de façon durable et bénéficiait à ce titre notamment d'un grand nombre d'abonnés liés avec cette expérience passée. Donc ça fait partie aussi des points que la Commission a souhaité un peu mettre en avant dans son rapport de 2022, parce que sans doute ça pourrait faire l'occasion d'une réflexion en vue d'une prochaine élection présidentielle. Peut-être que c'est le type de sujet sur lequel il est un petit peu difficile de réglementer ou légiférer, parce que c'est très, très évolutif, mais peut-être qu'on pourrait penser à des formes de lignes directrices qui pourraient appartenir au gouvernement de préparer, s'il le souhaite, comme il en existe pour d'autres problématiques qui se renouvellent d'élection en élection. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais poursuivre avec une ou deux questions. Vous l'avez évoqué d'ailleurs, moi je trouve qu'une des questions qui se posent à nous dans cette commission d'enquête, et on le voit dans les différentes auditions auxquelles nous avons pu procéder, c'est quand même, vous l'avez évoqué Madame De Silva, c'est la question de l'ingérence étrangère. Autant les grands processus électoraux, ils sont quand même bien maîtrisés. Autant on voit cette dimension-là forte, et puis d'une certaine manière avec un cas d'école sous nos yeux. Quand on voit qu'en Roumanie, le premier tour de l'élection présidentielle a été annulé en raison justement d'une manipulation à grande échelle sur les réseaux sociaux, semble-t-il sur TikTok, d'après la presse commanditée de l'étranger, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous vous sentez armé pour affronter une telle menace si elle devait arriver dans notre pays à l'occasion d'une prochaine élection présidentielle? Parce que le cas n'est plus théorique, d'une certaine manière, je trouve, avec l'exemple. Au moins, on avait les réseaux sociaux à votre place ce matin. C'est quand même un sujet de préoccupation pour nous. Comment, alors, vous l'avez un peu évoqué en disant ça fait, mais au fond, de manière très concrète et pratique, comment voyez-vous, d'une part, l'identification claire de la menace, dire on est véritablement face à une entreprise d'ingérence étrangère suffisamment massive pour menacer l'intégrité du scrutin. Enfin, si on fait un peu de politique fiction, si vous êtes demain confronté à ça, comment vous êtes sûr comment vous l'identifiez, comment êtes-vous certain de pouvoir bien le caractériser, et quelles conséquences vous pourriez en tirer dans les compétences qui sont les vôtres. Mais j'aimerais bien qu'on se projette un tout petit peu, parce qu'on a quand même l'impression que ça fait partie, quand on regarde l'organisation des élections, d'une menace réelle. Monsieur le Président. Je crois qu'il faut être très clair. Nous sommes, la Commission, en l'état actuel des textes et des conditions de fonctionnement, est
totalement ou presque totalement dépendante de l'analyse que peut faire le GDSN, Viginum et l'ANSSI. Enfin, c'est des professionnels et des techniciens qui peuvent apprécier ces éléments et nous informer. Alors que peut faire la commission en l'état et sous le contrôle de mes deux collègues, c'est d'émettre des avertissements, de signaler qu'il y a une déformation de l'information sur tel point, mais on n'a pas d'autre moyen aujourd'hui, me semble-t-il, que cette information, je l'espère crédible, que la commission peut représenter en tant qu'autorité institutionnelle chargée de cette mission. Mais on n'a pas de moyens techniques de réponse. Je ne sais pas si Isabelle, qui a été en lien avec les différents interlocuteurs plus fréquemment que je ne l'ai été, peut ajouter quelque chose. Président, je crois que c'est sans doute la question qui est apparue comme la plus délicate, la plus vaste et qui appelle sans doute une réflexion en vue des échéances futures. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le fait d'avoir créé Viginum et d'avoir dédié à cette structure des moyens techniques substantiels avec des équipes qui sont aptes à vérifier ce qui se passe sur les réseaux sociaux et à essayer d'identifier une ingérence étrangère numérique, c'est déjà un point très positif puisque ça a permis aussi d'affiner la technique qui permet d'identifier ce qu'est une ingérence numérique, avec notamment le fonctionnement de l'identification des comptes suspects, l'analyse de la viralité d'un contenu qui n'est pas tout à fait normal et qui peut être pisté à des comptes situés à l'étranger. Donc on a désormais, c'est le bilan qu'on peut tirer de l'exercice 2022, une certaine méthodologie pour au moins un certain type d'ingérence étrangère qui s'appuie sur des bots, des comptes falsifiés. Donc ça, voilà, c'est sans doute un acquis qui pourra être intéressant pour l'avenir. Ce qui est peut-être aujourd'hui plus difficile à saisir, à appréhender, ça peut être des mouvements de manipulation de l'opinion ou de création de bulles, de renforcement de contenu parce que tel ou tel ne suivent qu'un certain type de contenu, alors qu'il n'est pas stricto sensu une ingérence étrangère. Mais bon, on a pu voir dans d'autres élections, comme aux États-Unis, que ça devient quelque chose d'extrêmement présent dans la campagne électorale, ce qui peut appeler à une réflexion, puisque ce n'est pas en soi une ingérence étrangère, mais c'est quelque chose qui peut peser de façon importante dans la campagne, et c'est quelque chose qui est plus difficile à saisir pour une autorité de contrôle, parce qu'elle n'a pas forcément les moyens d'analyser en temps réel tout ce qui se déroule sur divers réseaux sociaux, plus ou moins ouverts au public, quand c'est par exemple des boucles qui ne sont pas forcément les réseaux sociaux classiques, mais d'autres boucles de diffusion des contenus. Dernière réflexion, c'est vrai que la commission de contrôle est une structure assez légère, comme cela a été rappelé par monsieur le vice-président, donc qui s'appuie sur toute une série d'administrations ou d'autorités. La question qui peut être posée, c'est est-ce que pendant que le temps de l'élection, elle a tous les moyens suffisants pour mener cette veille très intensive sur un temps court de ces phénomènes qui sont complexes et qui nécessitent parfois un temps d'analyse technique qui ne peut pas être tout à fait dans l'immédiateté. Donc c'est sans doute un point qui pourrait faire l'objet de réflexions complémentaires, y compris peut-être sur la définition même de Viginum, qui a été conçue vraiment sur les ingérences étrangères, un peu en réaction à différentes affaires comme l'affaire Cambridge Analytica. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'élargir son mandat ou pas, ou voire d'enrichir ses moyens d'investigation, ça pourrait être une question. Et dernier élément, quels sont les réseaux sociaux qui doivent être les plus surveillés et en fonction de quels critères, ça peut aussi être un point d'attention pour les futures élections. Ça me permet peut-être de compléter un tout petit peu ma question. Si on se projette complètement, il y a le moment où il faut caractériser ce que l'on semble voir. Et vous le disiez, il y a des fois du délai parce qu'il faut examiner. Est-ce que, je me projette un peu, mais est-ce que l'idée, y compris dans le rôle de votre commission, c'est ex post? Imaginons qu'on soit dans un cas comme la Roumanie, et que vous puissiez conclure, y compris après un premier ou second tour, que nous avons fait face
à des menaces, et plus qu'à des menaces, à une déstabilisation, une manipulation de l'opinion qui permettra peut-être demain au juge de l'élection de dire bah, écoutez, il y a eu un problème sur la tenue de cette élection, où il y a une capacité d'action a priori pendant le processus électoral, avant, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pour voir quels sont les leviers concrets d'action si on est en train de mettre au jour une manœuvre de déstabilisation. Faut-il attendre que l'élection ait lieu néanmoins pour la caractériser ex post? Est-ce qu'il y a une action a priori qui est possible? Au fond, jusqu'où va le rôle de la commission? Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Oui, monsieur le rapporteur me dit que oui. Ouais, Donc, c'était une des très bien. questions que je voulais poser Ah bon. aussi. Alors, je ne suis pas sûr d'être aussi clair dans la réponse, mais si quelque chose est identifié par des services techniques qui ne sont pas à la commission, comme on vient de le dire, ce que j'évoquais tout à l'heure, la capacité aujourd'hui de la commission, c'est de le faire savoir, c'est de faire un avertissement solennel, éventuellement de saisir, si ça relève d'une infraction pénale, les autorités judiciaires. Bah, voilà, mais on est pendant le processus. À partir du moment où on a atteint le deuxième tour, je crois que c'est le rôle du Conseil constitutionnel. On n'est plus la commission, son mandat cesse quand le deuxième tour est intervenu. Donc là, pour répondre très clairement à votre deuxième partie de question, en l'état des textes, après on peut toujours effectivement évoluer, mais il faudrait de toute façon articuler ça avec la compétence pleine et entière du Conseil constitutionnel. Monsieur le rapporteur. Non, Attends, je vais le faire à distance. Vas-y. Tac, voilà. Je trouvais que la question du président était intéressante parce que et c'était un peu aussi ce qu'il y avait derrière la question que je vous posais sur le caractère temporaire de la commission. Là, on voit bien que le sujet qui nous intéresse, nous, bon, c'est bien d'avoir une vision sur l'élection présidentielle de 2022, mais d'une certaine manière, j'allais dire, elle est derrière nous. Donc là, celle qui nous intéresse, c'est celle qui va arriver. Et avec le président, dans les différentes auditions que nous avons faites, nous avons quand même un certain nombre d'inquiétudes, en particulier en termes notamment des ingérences étrangères qui peuvent peser sur l'élection présidentielle à venir, mais d'une manière générale sur l'ensemble des élections. Et puis il y a par ailleurs la question que vous évoquiez tout à l'heure, qui est la question des bulles de fil, des algorithmes, des enfermements dans certaines logiques intellectuelles qui vont avoir des biais de confirmation politique qui peuvent avoir un impact sur une élection, et en particulier sur une élection présidentielle. Donc moi, la question que je posais derrière celle de la permanence de la commission, c'est que vous développez une forme d'expertise sur une élection qui est très spécifique, mais sur un temps qui est très réduit, et alors même que les questions ne cessent pas de se poser sur l'élection présidentielle à venir. Donc ce que je posais sur le caractère permanent, je ne dis pas qu'il faudrait se réunir toutes les semaines dans une période dans laquelle il n'y a pas d'élection présidentielle, bien sûr, mais mon sujet est, n'y a-t-il pas un risque d'avoir une forme de perte d'information ou de remise à niveau de la commission à chaque nouvelle élection présidentielle en lien avec l'ensemble des agences que vous devez du coup rencontrer de nouveau, qui vont vous dire ah bah là les nouveaux risques sont ceux-ci, etc. plutôt que l'idée d'une commission qui serait peut-être un peu plus permanente ou qui aurait des rôles renouvelés ou que, comme vous le proposiez, qui couvre davantage d'élections, mais où il pourrait y avoir une forme d'étude des risques qui peuvent peser spécifiquement sur les élections, qui n'est pas le rôle de la CNCCFP, mais qui pourrait être le rôle d'une commission qui s'établirait plutôt dans la durée. Moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse, parce que là, dans les sujets qu'on évoque ensemble, quelque part, on pose les questions de ce qui va se passer en 2027, dont on sait déjà ce qui va se passer en 2027. Donc, moi, c'est sur ça que j'ai un point de questionnement, cette question de la durée et de la permanence, et puis sur la question des pouvoirs de contrôle. Est-ce que vous, dans votre mission, vous ne vous êtes pas dit parfois, je sais pas, tiens, c'est dommage, on manque de moyens autonomes pour faire du contrôle, ou bien on manque de moyens de contraintes pour faire respecter ce que nous avons dit, au-delà du magistère moral, d'une certaine manière, que vous exercez. Je comprends parfaitement effectivement l'interrogation. Mais alors, donc, moi, je me suis exprimé au départ à droit constant parce que je ne pouvais que parler au nom de la commission. La commission, elle ne s'est pas réunie, elle n'est pas allée au-delà de ce qui est dans le rapport très complet qu'on a essayé de diffuser. Après, en réflexion, je dirais, qui n'est plus qu'en tant qu'ancien président de la commission, mais qu'est-ce qu'on tire de cette expérience ? Je crois que
il y a alors je ne sais pas si c'est la commission en elle-même, mais en tout cas, il y a besoin d'une réflexion sur ces questions. Ça, c'est très clair qu'on se sent bien. Et d'ailleurs, quand je disais, on est totalement dépendant des moyens techniques qui font cette surveillance de l'information numérique, on voit bien que on ne peut réagir, la commission ne peut réagir que sur alerte. Et donc, qui est sur alerte, sur démonstration par des techniciens qu'il y a un problème. Voilà, quelle que soit la nature du problème, et notre rapporteur général a évoqué les différentes hypothèses qu'on avait pu discuter avec les instances. Alors, est-ce que l'instance, j'irais, de réflexion sur ce sujet pour s'adapter un peu en temps réel aux évolutions, parce que la grande particularité, je crois, et je rejoins votre question, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la Commission, elle vivait sur un environnement électoral classique. Et depuis, disons, 2017, on a vu des changements profonds liés à la façon dont les moyens de communication ont évolué et dont la société évolue également. Et donc qu'aujourd'hui, il y a un lieu, une instance qui est une réflexion pour s'adapter en temps réel aux évolutions, qui peuvent être très rapides d'ailleurs sur ces sujets, ça, moi, de l'expérience que l'on a, je ne peux pas dire que je n'y vois pas un réel intérêt. La question de savoir si c'est la commission telle qu'elle est constituée ou si c'est une évolution au texte, ça, je dirais que c'est au pouvoir public d'en décider. Mais c'est très clair qu'on a ce besoin. Et d'ailleurs, pendant le temps, les semaines où nous nous sommes réunis, où on a été installés, où on a fonctionné, on a bien vu qu'on était confronté à des questions nouvelles, même s'il y avait eu l'expérience de 2017 qui avait mis en alerte quand même. Hein. Le rapport de 2017 avait déjà montré la grande difficulté qui pouvait se présenter, mais on a été confronté à des sujets qu'on découvrait ou qu'on appréhendait plutôt qu'on les découvrait au fur et à mesure. Et donc, qu'il y ait une instance permanente sur ces sujets, ou en tout cas suffisamment présente pour pouvoir à intervalles réguliers faire le point sur les risques et sur les transformations qui sont en cours. Je crois qu'on ne peut pas, au vu de l'expérience de la Commission, ne pas y trouver un réel intérêt. Je ne sais pas si Monsieur le secrétaire général... Enfin, alors c'est vrai qu'en 2022, on a eu de la chance, d'une certaine manière, de pas faire face à un mouvement de fausses informations significatif. Il y a eu, le SGDSN nous a informé régulièrement de petits mouvements, mais qui ne prenaient pas d'ampleur. Donc on n'a pas été confronté à des problèmes de grande ampleur dans cette matière. Sinon, je crois que le législateur, avec la loi de 2018 sur la lutte contre la manipulation de l'information, a sans doute plutôt orienté vers l'ARCOM un rôle de suivi un peu régulier de ces questions. Alors après, il y a la question de savoir quels sont les pouvoirs dont dispose effectivement l'ARCOM pour intervenir vis-à-vis des plateformes. Ça, c'est un sujet qui mérite sans doute débat, étude, évaluation au terme de quelques années d'application de cette loi. Mais c'est vrai que la commission de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle, comme l'ont dit le vice-président et la rapporteure générale, est une instance à la fois temporaire, légère, mais qui bénéficie de l'autorité morale liée à sa composition, parce qu'on a les trois chefs des plus hautes juridictions du pays, et qui travaille en collaboration avec l'ensemble des services qui sont spécialisés et qui, eux, suivent ça de manière permanente, que ce soit le SGDSN ou l'ARCOM à travers le rôle que lui confie la loi de 2018. Si je peux ajouter une remarque dans le même sens, c'est le problème du travail avec les plateformes pour anticiper ces difficultés était important. Mais nous avons pu noter dans le rapport que nous avons bénéficié de circonstances où les plateformes ont été très coopératives et se sont prêtées à la mise en place de processus où elles devaient nous répondre, désigner une personne à qui on ferait des signalements et agir très vite si nous devions demander des retraits de contenu. L'une des questions qui se pose, c'est que se passerait-il si les plateformes n'étaient pas aussi coopératives, puisque cette mise en place de processus a été faite sans base juridique spécifique et avec une commission créée par décret.
Donc voilà, ça peut être un élément de réflexion qui pourrait conduire à rehausser le principe de la commission et son régime d'intervention dans la loi organique comme nous le proposons dans le rapport, mais aussi peut-être de prévoir un mécanisme où la Commission pourrait demander aux plateformes de prendre les mesures qui s'imposent pour assurer le bon déroulement de la campagne. Parce qu'aujourd'hui, si une plateforme ne déférait pas une amicale demande de la Commission, on pourrait possiblement avoir une difficulté. Peut-être un élément aussi qu'on peut avoir en tête, c'est l'importance aussi du droit français qui limite le financement des campagnes, puisque ça ne permet pas d'avoir ce qu'on a pu avoir dans d'autres démocraties proches, des financements privés très importants qui ont notamment servi à financer des campagnes sur les réseaux sociaux. Bon, aujourd'hui, au moins, ça rentrerait dans les comptes et donc on ne pourrait pas avoir un déferlement massif de contenu acheté par des soutiens de tel ou tel candidat, ce qui est quand même un élément important qui peut-être préserve de certaines dérives. Peut-être, vous avez parlé de la question des financements, justement, c'est intéressant parce que c'est normalement la Commission nationale des comptes de campagne, enfin c'est logique, c'est le nom qui s'occupe de la question du financement. Est-ce que vous avez une mission de contrôle sur les comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle ou pas du tout? C'est une mission qui reste ou un droit de regard, ou parce que vous avez parlé du sujet des financements par des personnes privées, et lorsque précisément nous avons auditionné la CNCCFP, l'un des éléments qui nous a été sur lesquels on a eu une alerte, c'est sur non pas les dons ou les prêts de personnes privées à des campagnes, parce que là on sait que c'est très encadré par la loi, mais plutôt les prêts de personnes privées à des partis politiques qui ensuite financent les campagnes électorales. Et sur ce point-là, vous avez, enfin j'ai vu vos dénégations, mais vous n'avez pas de contrôle. La seule chose, enfin pas la seule chose, mais un élément auquel je songe en vous écoutant, c'est le fait que si l'on constate que des moyens publics ont aidé pour un moyen de diffusion, eh bien on peut le signaler à la commission des comptes de campagne et on peut le faire valoir, mais l'appréciation des comptes, ce n'est pas notre compétence. C'est que dans les réflexions préliminaires à la mise en place du contrôle sur la campagne, nous avons eu 2 échanges avec notamment le président de la commission des comptes de campagne qui a assisté à une grande part de nos travaux, mais aussi le médiateur du financement des partis, puisque l'une des questions qui se posait était est-ce que certains candidats pourraient être empêchés de candidater parce qu'ils n'auraient pas les accès suffisants au financement. Donc ça fait l'objet d'un point, parce que ça pouvait être de la compétence de la commission de contrôle, de s'assurer qu'il n'y avait pas des candidats qui seraient indûment empêchés de participer. Donc voilà, les informations qui nous avaient été données par ces 2 autorités étaient plutôt au terme des échanges avec les équipes des candidats, qu'il n'y avait pas d'obstacle qui pouvait relever d'une intervention de la commission. Et peut-être une autre remarque que l'on peut faire, c'est parmi les divers signalements qui ont pu remonter à la commission de contrôle au cours de la campagne, parce que certains électeurs parfois ne différenciaient pas très bien entre notre rôle et celui de la commission des comptes de campagne. C'était parfois des signalements de pratiques des candidats qui pourraient ne pas être conformes au droit du financement des campagnes électorales, auquel cas, bien sûr, nous avons immédiatement relayé ces signalements à la commission de contrôle des financements qui est principalement en charge, mais avec quand même toujours un regard sur ces sujets dans l'hypothèse où ça pourrait affecter la régularité de la campagne électorale. Donc on a un contrôle plus distancié, mais qui ne met pas complètement de côté cet aspect-là, pour autant qu'il soit un peu systémique et qu'il puisse porter atteinte à l'égalité entre les candidats. Allez-y, monsieur le rapporteur, poursuivez. Deux petites questions supplémentaires qui viennent dans l'échange. Vous avez parlé du lien que vous avez fait avec les équipes de campagne. Alors, quelles sont est-ce qu'il y a des facilités qui sont mises en place pour entrer en communication avec vous? Est-ce que les équipes de campagne peuvent vous faire
peuvent vous solliciter pour que vous interveniez sur certains sujets, et si oui, lesquels? Est-ce que vous avez eu des exemples sur ce sujet-là? Et puis j'avais une question qui concerne les signatures. Parce que pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir 500 signatures de maire. On sait qu'il y a plein de possibilités qui ont été envisagées de faire autrement. Il y avait eu notamment, je crois, un rapport d'une commission Jospin, si mes souvenirs sont bons, pour proposer d'autres modes de candidature. Est-ce que vous intervenez d'une manière ou d'une autre dans le processus de signature? De mémoire, c'est le Conseil constitutionnel qui s'occupe de valider les signatures, mais est-ce que, par exemple, vous pourriez, dans un cas où un candidat ou une candidate aurait, on peut dire, une certaine surface médiatique, politique déjà existante, mais serait en difficulté, empêché d'avoir des signatures, est-ce que vous avez un pouvoir d'intervention quelconque sur ce sujet-là pour peut-être éviter qu'il puisse y avoir des gens qui soient privés d'avoir un candidat et qui pourtant auraient très envie de voter pour cette personne? Pas du tout. Oui, donc la manière dont cela a fonctionné, c'est que chaque équipe de candidats devait désigner auprès de la commission de contrôle une personne qui était le point d'entrée voilà, de toutes les demandes de la commission de contrôle. Et cette personne était en général celle qui transmettait les informations. Alors ça devenait notamment la personne avec qui les échanges se nouaient pour tous les sujets qui pouvaient apparaître sur la propagande électorale, voilà, lorsqu'il y avait des difficultés, éventuellement des circulaires électorales à modifier, mais bien au-delà pour tous les sujets en lien avec la campagne. Donc certains représentants des candidats nous faisaient remonter des attitudes d'autres candidats qu'ils trouvaient problématiques. Donc ça faisait partie des procédés de signalement qui donnaient lieu à une analyse de la part de la commission. Et qui a, je dirais, très bien fonctionné, puisque évidemment nous demandions à ce que les délégués des candidats soient très réactifs, puisque par exemple pour l'approbation du matériel électoral, il fallait se prononcer en quelques heures. Donc voilà, il fallait que les réponses soient très rapides pour aussi que les candidats puissent ensuite procéder à l'impression dans les délais nécessaires. Alors, s'agissant en revanche du mécanisme de signature, ça c'est vraiment quelque chose qui est géré, je dirais, entièrement par le Conseil constitutionnel. La seule hypothèse, mais qui est un peu une hypothèse d'école, parce qu'à ma connaissance, ça ne s'est jamais présenté, ce serait une hypothèse dans laquelle le processus normalement prévu par les textes pour avoir les signatures serait obéré d'une manière qui mettrait en cause l'égalité entre les candidats. Mais voilà, ça n'est pas quelque chose qui est remonté à la commission de contrôle en tant qu'organisme spécialement chargé d'assurer le bon contrôle du déroulement de la campagne. Et in concreto, son rôle devient plutôt actif une fois que les candidats eux-mêmes ont déjà satisfait à cette obligation. Donc tout le débat sur le mécanisme de signature et autres n'est pas remonté en 2022 devant la commission de contrôle. Moi, j'ai peut-être une dernière question, monsieur le rapporteur. Vous avez d'autres questions ou pas? Peut-être plus générale, c'était qu'on est rentré sur les sujets ingérence, mais globalement, à la lumière de vos travaux, quel regard vous portez sur la solidité de l'organisation de l'élection présidentielle dans notre pays? Parce que c'est quand même aussi ça qu'on regarde. Est-ce que vous considérez que l'ensemble des dispositifs qui existent, votre commission, mais j'en appelle à ce que vous élargissiez le regard, vous parliez de la commission des comptes de campagne, est-ce qu'au fond, avec la position qui est la vôtre, quel regard vous portez voilà, sur la solidité de ce processus électoral? Le sentiment que je garde de cette expérience, de ces semaines, c'est qu'il y a quand même un dispositif très affûté de contrôle. Alors, avec des instances qui doivent bien travailler en collaboration ou en articulation, parce que évidemment, on l'a vu, c'est assez éclaté, mais avec... Je ne suis pas sûr qu'on puisse beaucoup le réduire, compte tenu des compétences très techniques qu'il faut, que ce soit la CNIL, que ce soit l'ARCOM. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est celle des moyens. Je ne voudrais pas parler au nom de la commission des sondages, mais je sais que, je crois pouvoir le dire, parce que dans les échanges qu'on a eus avec eux, c'est clair que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui suppose...
voilà, un investissement important pendant ces périodes, et d'ailleurs d'autres. Et donc là, il y a sans doute une interrogation sur l'adaptation des moyens mis à disposition pour faire face aux enjeux actuels. Mais là, je n'ai pas la mesure de ce que ça représente pour Viginum, etc. Mais je pense que de ce côté-là également, des questions doivent se poser. C'est-à-dire que donc voilà, ça je pense que oui, il y a des sujets qui sont très nouveaux, je le disais, par rapport à ceux qu'on pouvait y avoir il y a 10 ou 15 ans, il n'y a pas de doute, et donc il faut que les moyens soient adaptés pour y faire face. Pour ce qui est de la commission elle-même, dès lors qu'elle reste dans la logique qui est celle qui a présidé à son établissement en 64, je crois que sa force, peut-être aussi sa faiblesse, c'est qu'elle doit être une autorité morale. Alors je ne parle pas de son pouvoir de décision sur le matériel électoral, qui est une chose à part, mais pour le reste, c'est la capacité de dire, il y a une instance composée d'institutions reconnues dans notre pays qui peut dire, attention, là il y a un problème, avertissement sur ce sujet, ceci n'est pas quoi, et avec l'autorité qui s'attache à cette déclaration. Je ne crois pas que ce soit les moyens techniques qui soit nécessaire pour cette commission-là. En revanche, il faut que les autres structures aient les moyens techniques adaptés et qu'ils puissent lui faire remonter toutes les questions pour qu'elle use de son autorité morale pour faire respecter l'égalité entre les candidats. Mais en l'état de ce que j'ai vu, et je pense qu'on a tous les trois la même appréciation, j'ai trouvé que alors, pour 2022, les choses se sont passées de façon très réactive, quand il y avait des éléments. Il n'y a pas eu d'éléments massifs qui nous aient conduit, la Commission, globalement, à être inquiet sur les conditions dans lesquelles l'élection se déroulait. Et pour toutes les alertes qu'il y avait, on pouvait réagir assez vite, et encore une fois, avec une assez bonne écoute des interlocuteurs avec lesquels on travaillait. Voilà. En revanche, les moyens techniques des différentes composantes qui doivent surveiller, je ne sais pas si c'est la même question se pose de moyens pour la commission du financement, mais je pense que pour les sondages et pour Viginum, c'est deux sujets très importants, parce que la commission dépend complètement de l'expertise technique de ces deux instances. Je peux, moi, vous donner peut-être le sentiment qu'on avait eu sur ce sujet-là, qui est qu'effectivement, les moyens de la commission des sondages, c'est une personne à temps plein, deux personnes qui font à la tâche, quoi, en fonction des sondages. Alors évidemment, dans une période comme celle-ci, ça va, il n'y a pas énormément de sondages sur l'élection présidentielle, mais dans une période plus dense en termes de publication de sondages, ça devient un petit peu compliqué de tous les gérer. Et ça devient donc du coup compliqué de gérer tout le processus qui consiste à faire, y compris des recommandations, voire des mises en demeure, et de faire appliquer la loi. Par ailleurs, la question se pose aussi sur ce qu'on entend par sondage au regard de la loi, parce que la loi dit ce qui a lieu, je ne me souviens plus la formule exacte, mais ce qui a lieu de près ou de loin avec le débat politique. Or, pour l'instant, la commission ne contrôle que les sondages sur des enquêtes électorales et pas nécessairement des sondages qui vont avoir un impact dans le débat public. Moi, je trouve qu'il y a une question de moyens qui est posée sur ce sujet-là. Effectivement, je le note pour Viginum parce que c'est pas quelque chose qui nous avait nécessairement signalé, je crois. Mais effectivement, si on s'intéresse à la question des ingérences étrangères et du moyen par lequel ça passe, en particulier avec les outils numériques, il y a un sujet qui peut être posé sur ce point et on y sera assez vigilant dans le rapport qu'on remettra à l'issue de nos travaux. J'ai fini. Vous attendez la voix d'une autorité morale pour faire dire qu'il leur manquait quelques moyens peut-être. Sauf si il y a des points que vous auriez souhaité aborder et que nous n'avons pas abordés. Je vous propose d'en arrêter là en vous remerciant pour votre disponibilité, la qualité de nos échanges. Et je suspends donc nos travaux.